Bonsoir, heureux de vous retrouver, c'est Naya. Je vais poursuivre la lecture du livre Sacrifice, rédigé par ma sœur jumelle Vesta. La dernière fois, je vous ai lu les chapitres 1 et 2. Je vais donc reprendre au troisième chapitre, qui s'intitule L'erreur d'un adulte. Vraiment? Point d'interrogation. Pierrette a eu, somme toute, une vie heureuse, jusqu'aux 40 ans d'Henri, jusqu'au jour où le démon de midi le rattrapa. Henri, qui n'avait guère rencontré d'autre femme que Pierrette, s'est pris d'une belle inconnue. Jusque-là, vous me direz, rien de nouveau sous la comète, sauf que, cette fois-ci, ce n'était pas une aventure, mais une réelle histoire d'amour, passionnée et fusionnelle. Pierrette avait tout son petit monde autour d'elle, son mari, ses enfants, ses parents, ses beaux-parents, et ce, dans un rayon de 500 mètres. Autrement dit, tout le monde était au courant de tout ce qui se passait au sein de la famille. Cette femme racée et à la peau mate n'avait pas froid aux yeux. Sous-entendu, la belle Andalouse. Au fil de leur rencontre autour de repas amicaux, Henri se rapprocha d'elle de plus en plus et il la regarda de plus en plus intensément. Leur idylle commença doucement, sans crier gare. Pierrette s'en aperçut et fut très blessée, au plus profond de son être. Après tout, qui ne le serait pas? Qui ne serait pas meurtri par la trahison de l'être aimé? Henri était beau, à la peau mate également, aux yeux verts et à la bouche bien dessinée. Mais il n'y avait pas que cela. Pierrette était avant tout blessée dans son amour-propre. Ils avaient 2 enfants, rappelons-nous, Katia et Elias, de 8 ans son cadet. Pour Katia, il n'y avait pas de problème. Elle était triste pour sa mère et la consolait entre ses crises de larmes et ses prises d'anxiolytiques. Katia regretta que sa mère impliquât trop ses enfants dans ses soucis de couple. Par exemple, Pierrette disait à sa fille de rejoindre son père, qui était parti chez ses parents pour aller chercher du lait avec sa belle Andalouse, pour les surveiller. Cela n'était en aucun cas le rôle de Katia. Pierrette appelait Katia quand son père faisait des crises de nerfs, l'arrachant à ses sorties de jeune fille. Cela, elle avait du mal à lui pardonner. Il fallait que tout le monde voie et sache à quel point elle était déshonorée. Affligeant. Tout le contraire de Katia qui, plus tard, dans le même cas que sa mère, excellera dans la discrétion. Pierrette travaillait avec son mari. Elle n'avait pas de métier entre les mains, donc pas d'emploi. De ce fait, elle était bloquée. Elle était liée financièrement à son mari et ne pouvait pas jouir de la liberté qu'elle aurait aimé ou pu avoir. Elle était victime, certes, mais il ne fallait pas exagérer. La vie n'était pas une sinécure. De plus, elle était construite sur des principes ancestraux, à savoir le paraître. Et c'était certainement là que le bas blessait le plus. Souvent, elle disait à Katia, « Tu parles que ça fait bien. » Voilà, on y était. La bienséance. Cela dit en passant, à cette époque, plus personne n'avait le temps d'aller à la messe, excepté pour les rameaux et les fêtes pascales. Mêler les enfants aux affaires de cœur des parents à ce point, non, cela ne se faisait pas. Pire, les parents de Pierrette et d'Henri étaient également mêlés à toute cette histoire. Financièrement liée à son mari, elle dira plus tard qu'elle s'était sacrifiée pour ses enfants, n'ayant pas d'autre justificatif à donner pour rester en place et lieu où elle se trouvait. Ce que Katia détestait par-dessus tout était ce qu'elle appelait les pièces de théâtre de ses parents. Ils s'embrouillaient violemment devant les enfants.
Katia tenait le choc, car elle voulait à tout prix préserver Elias, son petit frère, des vives querelles du couple. Elias a souffert durant cette période, beaucoup souffert. D'ailleurs, pour tout vous dire, il souffre encore de l'ingérence de ses parents, mais Katia est toujours là pour le protéger, pour le conseiller. C'était un adulte qui connaissait son métier, mais qui n'avait jamais été valorisé à sa hauteur, et notamment par son père, et cela, Katia ne le supportait pas. Non seulement il n'avait pas été assez valorisé, mais dénigré, comme s'il était un bon à rien. Et pourtant, il connaissait d'autres paradigmes que l'agriculture, comme le secteur de l'informatique, de la technologie, étant toujours à la pointe du progrès. On retrouve cette façon d'agir dans les secteurs primaires et secondaires. Nombre d'individus frustrés par leurs conditions sociales s'en prennent à leur entourage, comme si c'était la faute de quelqu'un. Ah oui, j'oubliais. Lorsque quelque chose ne tournait pas rond dans cette famille, il fallait toujours un responsable. Si on avait su, on aurait dû dire, on aurait dû faire. Bref, on jouait la victimisation à fond les ballons. Responsable, oui. Coupable, non. Bref, chacun a le droit de tomber amoureux d'une tierce personne au cours de son existence, surtout lorsque l'on n'a pas connu grand-chose en matière d'amour. Le problème est de savoir gérer la chose. En l'occurrence, là, elle était très mal gérée de la part des personnes concernées. Katia partait dès qu'elle le pouvait pour ne pas que sa mère la pousse trop dans ses peurs et ses angoisses. Pierrette avait un malin plaisir à entraîner quiconque passait par là, sa fille ou sa mère, mais pas seulement pour discuter, ce que l'on aurait pu comprendre, mais pour leur dépeindre tous les petits détails de ses vicissitudes, comme relever le compteur kilométrique de la voiture d'Henri, pour bien montrer à son entourage qu'il avalait des kilomètres pour aller voir sa belle. Aujourd'hui, en plein divorce, Katia se dit que jamais elle n'aurait agi comme cela avec ses enfants. Elle veut protéger son fils et surtout ne pas lui infliger ses tracas. Tous les individus ont leurs soucis, petits ou grands, à nous de les assumer. Toutefois, rien n'empêche les gens de parler avec des amis. Et voilà où était le problème, c'est que Pierrette n'avait pas d'amis, ou très peu. Alors elle transférait toutes ses préoccupations sur ses enfants, ses parents et ses beaux-parents. Pathétique. L'adultère d'Henri était donc un secret de polichinelle. Comment ferait-on sans l'argent? Elle aurait pu vendre ses terres et s'offrir un commerce, mais cela n'aurait pas fait bien. Il était là le nœud du problème, la fierté des terriens. On ne jettera pas la pierre à Henri qui menait sa vie d'homme, toutefois, on la lui jettera pour le fait qu'il était tellement amoureux qu'il ne pensait plus du tout à son travail. Il n'avait pas été malin. Il n'avait pas réussi à diriger de front son travail et sa vie sentimentale. L'exploitation agricole en prit un coup. De ce fait, le père d'Henri travaillait corps et âme pour essayer de rattraper les absences de son fils sur son lieu de travail. L'avenir d'Elias lui importait peu, ou plutôt, il n'avait pas anticipé sa destinée. Henri avait vécu une vie haletante durant 10 ans. Cette décennie allait lui coûter cher dans les années à venir au niveau professionnel. Il vécut toutes ces années comme dans un rêve. Le fantasme était devenu réalité. Comme nous l'avons compris un peu plus haut, il faisait une multitude d'allers-retours pour rejoindre sa belle Andalouse qui était domiciliée dans un rayon de 200 kilomètres. Il faisait l'amour. Il ne s'adonnait pas à un acte sexuel lambda. Il s'aimait profondément. Elle l'attendait en déshabillé rouge et noir. Elle pleurait
chaque fois qu'il partait, le suppliant de demeurer auprès d'elle. Ils étaient dans leur bulle quand ils étaient ensemble, et rien ne pouvait les déranger. Ils faisaient l'amour avec sensualité, prenaient leur temps, attentifs aux désirs et aux plaisirs de chacun. Adultère, bien sûr, amoureux, évidemment. Ils se retrouvaient au domicile de la belle ou se donnaient rendez-vous sur quelques routes de campagne. Henri l'aimait aveuglément. Il réfléchit durant des mois à ce qu'il allait faire. Il était marié, avait 2 enfants. Elle était également mariée, mais avait été dans la possibilité d'avoir des enfants. Mais voilà, de quoi allait-il vivre? Elle travaillait dans une usine à Belle-Andalouse. Avait-il vraiment envie de quitter le milieu agricole pour rejoindre un métier qui lui était inconnu? Car Henri avait peur de l'inconnu. Deuxième frustration, deuxième sacrifice. Il décida donc de revenir vers sa femme, prisonnier de sa condition sociale. Voyez-vous, il aurait choisi la voie militaire. Une telle histoire d'amour aurait pu être vécue au grand jour, sans contrainte. Satané chemin de vie. Il faut les bousculer de temps en temps et écouter sa petite voix intérieure. Chapitre 4. Une cinquantaine trop courte. Après ses études, Elias connut une fille de fonctionnaire dont il tomba amoureux. Ils s'entendaient bien et avaient une attirance particulière pour le désir charnel. Ils habitaient une maison qu'ils avaient fait construire dans un petit bourg, à une dizaine de kilomètres de la propriété. Tout allait bien, jusqu'au jour où la petite lui avoua qu'elle n'était pas prête à engendrer. De plus, elle ne s'intéressait en rien à la vie professionnelle d'Elias. Ils se quittèrent. Il le regrettera durant de nombreuses années. Henri s'éloigna également de l'amour de sa vie pour se consacrer entièrement à sa propriété, l'élément essentiel qui pouvait lui procurer quelque satisfaction et qui lui permettait de lui donner une manière d'exister et d'être reconnue. Pierrette était contente du retour de son mari. Elle n'avait plus honte, plus peur du « qu'en dira-t-on ». C'est ce qu'elle pensait, mais c'était juste pour le travail qu'il était revenu, et il savait ce qu'elle valait. Plus tard, dans sa vie d'adulte, à l'âge mûr, Katia subira les mêmes déboires. Arriverait un moment où son mari aurait besoin d'elle uniquement techniquement, sans prendre conscience de sa réelle valeur. Mais, contrairement à sa mère, Katia partirait pour voler de ses propres ailes. Quelques années plus tôt, Katia s'était mariée. Elle obtint le mariage de ses rêves, bien qu'elle ne soit pas véritablement amoureuse de son mari. Ils formaient une équipe. Ils étaient complices et regardaient l'avenir dans la même direction. Il était beau garçon. Toutefois, on sait déjà à quoi mène ce genre de sentiment. Après 30 ans de vie routinière, planifiée, elle était très organisée, elle partira et se réalisera avec l'aide consciente et inconsciente de son ami Rodolphe. Son mariage avait découlé de l'éducation qu'on lui avait prodiguée. Éducation centrée sur l'argent. Entrepreneur, il était dans la lignée. Mais l'amour dans tout cela, aujourd'hui, Katia n'écouterait que son cœur. L'amour n'affaiblit pas, il renforce, ce qui permet d'accomplir de belles choses, aussi bien dans le domaine personnel que professionnel. Mais revenons à nos moutons. Dans les années 90, la crise du cognac battait son plein. Il fallait trouver d'autres activités pour sauvegarder l'exploitation agricole. Baccalauréat en poche, Elias eut l'idée de créer une aspergerie.
C'était une bonne idée, mais encore fallait-il vendre ces bons produits sur les marchés locaux. Folklore pour les citadins, beaucoup de travail pour les vendeurs. Cela impliquait de se lever tôt, quelle que soit la température extérieure. Elias avait rencontré une fille des villes pour qui la campagne était un Eldorado. C'est toujours comme ça au début. Pour rien au monde, je ne reviendrai. Seulement voilà, au bout de quelques années, le fait de ne jamais se reposer, de travailler sur la comptabilité de l'entreprise jusqu'à 1 heure du matin, plus le petit à gérer, oui, elle avait mis au monde un petit garçon nommé Matteo. Sans compter l'ingérence des parents d'Elias, tous ces faits ont fait que, un beau jour, la belle s'en est allée avec le premier prince charmant assez sympathique qu'elle put trouver. Bref, elle avait pris la fuite. Henri avait levé le pied durant 10 ans pour chérir sa bien-aimée. Les 10 années suivantes, il passa ses jours et ses nuits au labeur. À ses yeux, cela lui permettait de se racheter, mais c'était également un bon moyen d'oublier sa belle Andalouse. Troisième frustration, troisième sacrifice. Agriculteur et maçon dans l'âme, il se mit à bâtir des constructions afin de s'orienter vers un secteur d'activité en plein essor, le tourisme rural. Leur retraite allait être maigre et cela mettait du beurre dans les épinards. Dans les années 1990 et 2000, ce mode de tourisme faisait chou gras. Les rats des villes venaient aisément rendre visite aux rats des champs. Certains rats des villes, emplis même d'idéaux, élisaient domicile en milieu rural. Mais la bourse ne se remplissait pas comme ils l'espéraient, et ils s'en retournaient dans leurs appartements agrémentés de formica. Certes, mais ils pouvaient jouir de sorties culturelles qui leur manquaient, et leur compte en banque ne s'en portait pas plus mal. Elias alla de l'avant. Il fit une formation d'œnologue pour la plus grande fierté de son père. Il avait décidé, toujours devant cette satanée crise du cognac, de mettre son breuvage dans des bouteilles et d'opter pour la vente directe. Cela demandait beaucoup de travail et tout se faisait artisanalement et en famille, de la conception à la mise en bouteille et de la mise en bouteille à la vente. Si l'on voulait s'en sortir financièrement, on n'avait pas le choix. Il fallait diversifier les activités. C'était cela le monde agricole, se battre sur plusieurs fronts pour ne pas couler. Cela impliquait forcément des comptabilités différentes, donc une kyrielle de factures à classer pour Noémie, la compagne d'Elias. On connaît la suite. Henri et sa femme sillonnaient les routes de France et de Navarre afin de vendre leurs produits viticoles dans les salons et autres foires gastronomiques. Tout le monde travaillait sans répit. Durant cette décennie difficile, il était également opportun d'organiser de temps à autre de petites et grandes fêtes familiales afin de se détendre et de décompresser. C'est encore durant cette décennie qu'Henri devint premier adjoint au maire de sa petite commune. Cela lui permettait de s'évader et de connaître autre chose que son métier. D'ailleurs, Henri n'en était pas à son coup d'essai, puisqu'il avait été, dans son jeune temps, président de chasse pour la commune. Il ne faut pas en vouloir aux chasseurs, mais dans les années 70, 80 et 90, on chassait beaucoup à la campagne. Cela était tout à fait normal, cela faisait partie de la vie. D'autres pêchaient. Les rats des champs partaient peu en vacances, donc ils s'adonnaient à d'autres loisirs. Et c'était bien. Cela faisait de bons souvenirs et les parties de chasse de pêche se terminaient souvent autour d'un repas amical. D'ailleurs, Katia adorait ce genre d'instant. Elle était presque mieux en compagnie de la gente masculine, à rire de leurs blagues grivoises, plutôt que de parler chiffon ou cuisine avec la gente masculine. Cela l'ennuyait à mourir. Ce n'était pas son truc.
Elle préférait travailler ou s'amuser. Elle ne mélangeait pas les cartes. Lorsqu'elle travaillait, elle était dans sa bulle et il ne fallait pas la déranger. Lorsqu'elle s'amusait, c'était nos limites. Son père lui avait également transmis ce virus. Au bout du compte, il y avait beaucoup de similitudes entre Henri et Katia. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle ils étaient souvent en bisbille, ayant le même caractère. Ils aimaient bien boire et manger, tous les deux. Toutefois, elle avait réprimé le côté libertin de son père. Une cinquantaine trop courte, car Henri avait essayé de rattraper le temps perdu concernant le développement de l'exploitation. Mais il avait fallu remplacer le matériel agricole qui datait du temps du père d'Henri. Les engins agricoles, techniquement modernes, dotés d'informatique et d'écrans tactiles, étaient onéreux. Le chai était également à refaire, les pressoirs à renouveler. Elias se trouva dans une position financière délicate quand il reprit l'exploitation, car Henri n'avait pas anticipé son installation. Il fut donc dans l'obligation de contracter plusieurs prêts auprès d'une banque dont on taira le nom, mais bien connue du monde agricole. Elias avait vendu sa première maison, ce qui lui avait permis d'avoir des fonds pour la construction de la seconde. Les bases furent érigées non loin du domicile d'Henri et de Pierrette. Ils étaient heureux d'avoir leur fils à leur côté, et cela était plus pratique pour les tâches qui lui incombaient. Seule Katia était absente, puisqu'elle travaillait en région parisienne. De toute façon, Katia mènerait toujours sa vie en dehors du cocon familial, car elle voulait se protéger. Quand elle divorcera des années plus tard, elle essuiera les reproches de sa famille, dans un premier temps. Mais peu importe, elle voulait se préserver, sauver sa vie privée à tout prix. Comme dit le vieil adage, pour vivre heureux, vivons cachés. 30 ans de vie auprès du même homme, ce n'était pas déjà si mal dans l'époque que nous traversions. Les gens aspiraient à moins de contraintes et à plus de liberté. C'est tout. Le pire, c'est que sa famille lui en voulait, alors que c'était son mari le fautif. Peu importe. Elle continuerait à mener sa vie, comme elle l'entendrait. Quant à Elias, il avait perdu sa future femme, mais il fit la rencontre d'une belle personne, peu de temps après. Belle personne qui n'était pas reconnue à sa juste valeur aux yeux de Katia. Voilà, vous laissez, chers amis, et je vous retrouve très prochainement pour poursuivre ma lecture.